L'arbre qui cachait la forêt. C'est le titre de l'article dédié au cinéaste Aki Kaurismäki dans le numéro spécial d'avril 2008 des Cahiers du cinéma dédié au cinéma finlandais. L'arbre donc qui cachait la forêt, c'est ce cinéaste énorme, massif, dont la seule présence suffit à dissimuler l'entièreté du cinéma finlandais. Et pourtant, le cinéma finlandais est bien là et bien vivace. Jamais cette image n'aura été aussi vraie qu'aujourd'hui, en 2023, donc 15 ans après la rédaction de ce dossier. C'est vrai parce que le cinéma finlandais, cette année, a réalisé une très belle performance, je trouve, à l'international, avec un certain nombre de films qui ont réussi à s'exporter, un certain nombre de films qui ont proposé des visions cinématographiques très différentes, très originales, et qui ont su combler un public international. Le rêve d'export du cinéma finlandais, je pense qu'il s'est accompli cette année. Et pourtant, malgré quelques propositions très intéressantes, ce que l'on va retenir en 2023 du cinéma finlandais, c'est le dernier film d'Aki Kaurismäki, Les Feuilles Mortes, en finnois Kuolleet Lehtet. Un film qui a été célébré à Cannes, un film qui reçoit un torrent d'éloges, éloges qui sont amplement mérités. Alors pour ma part, en tant que vieux routier de Kaurismäki, j'ai découvert son cinéma il y a plus d'une dizaine d'années, je dirais, ce n'est pas une grande surprise. Parce que le cinéma de Kaurismäki, c'est un cinéma qui est immense. C'est un réalisateur, je le dis un jour sur Twitter, un réalisateur qui, à mon avis, fait du sans faute. Mais alors, ce film, Les Feuilles Mortes, qu'est-ce que c'est ? Déjà, la première chose que l'on pourrait dire, c'est que c'est une sorte d'appendice à cette série de 3 films, à cette trilogie qui a été surnommée la trilogie du prolétariat. Ce n'est naturellement pas le terme qu'a choisi Kaurismäki, mais c'est un terme qui lui est accolé. La trilogie du prolétariat. Et ce film semble être une sorte d'appendice, un appendice récent à cette trilogie, comme une espèce de nouvelle façon, de nouveau regard que porte Kaurismäki sur le prolétariat finlandais. Car effectivement, c'est bien de prolétariat dont il est question dans ce film. Le film raconte l'histoire de 2 protagonistes, de 2 personnes, un homme et une femme. La femme, Ansa, qui est interprétée par Alma Pöysti, travaille dans un supermarché. Elle est absolument exploitée et elle va se faire renvoyer et va ensuite enchaîner un certain nombre de petits boulots dans un bar, puis ensuite dans une usine. Le quotidien d'Ansa, c'est un quotidien de misère. Elle habite dans un appartement minimaliste, c'est loin qu'on puisse dire, avec juste ce qu'il faut de mobilier pour pouvoir survivre au quotidien. On comprend même qu'elle possède juste une assiette, une fourchette, un couteau. Littéralement le nécessaire. Elle n'a pas d'argent, après son renvoi du supermarché, pour pouvoir s'acheter à manger, elle le dit. L'homme, Holappa, qui est interprété par Jussi Vatanen, lui, il travaille dans le bâtiment. Il va faire un métier que l'on comprend particulièrement éprouvant, particulièrement physique. Et lui aussi vit un quotidien de misère. Il habite dans une sorte de container, de wagon, je ne sais plus trop. En tout cas, il habite en marge de la société avec son collègue. Ensuite, quand il va être renvoyé, parce qu'il boit sur son lieu de travail, il va se retrouver dans une sorte de logement social, de dortoir. Bref, lui également mène cette vie de misère. Et ces 2 personnages vont se rencontrer. Et cette rencontre va être le centre du film, comme une espèce de bouffée d'espoir au milieu de ce quotidien de grisaille. Et ça va être un film de la Renaissance. Et là, on comprend déjà un peu le titre, Les Feuilles Mortes. On parle de 2 feuilles mortes, de 2 produits d'un automne. Un automne qui va ensuite mener à un hiver, qui va mener à une renaissance. Mais bien entendu, le film fait directement hommage à la chanson d'Yves Montand. Chanson qui ne sera entendue qu'en toute fin du métrage, en toute fin, et pas dans sa version française, mais dans la version finlandaise, qui est interprétée par Olavi Virta. La chanson, elle fait appel à un passé, elle fait appel aux souvenirs, elle fait appel aux regrets. Et tout cela mis ensemble, c'est effectivement le cœur du propos du film. Mais je vais vous détailler ça un petit peu plus tard. Mais un autre aspect de la chanson, c'est l'idée que la vie sépare ceux qui s'aiment, pour reprendre les paroles.
tout doucement, sans faire de bruit. Est-il le meilleur résumé du film ? Le film raconte cette rencontre impossible, cette rencontre qui n'arrive pas à se faire, avec ces personnages qui aimeraient pouvoir s'aimer, mais qui sont séparés constamment par la vie. Ils vont être séparés par un coup de vent qui va emporter le papier sur lequel est griffonné le numéro de téléphone de la femme. Ils vont être séparés par l'alcoolisme de l'un. Ils vont être séparés par un accident de tram. Ils vont être séparés par tout un tas de petits événements du quotidien. Et tout cela en silence, dans ce silence qui est si cher à Kaurismäki. Le silence est la marque de fabrique de ces films, dont l'histoire s'écrit moins par les dialogues que par la mise en scène. Et en cela, Kaurismäki, ça a été dit 1000 fois, et Kaurismäki lui-même se réclame du cinéma de Robert Bresson. Robert Bresson qui est d'ailleurs présent dans le film. Il est présent à l'oral par des remarques faites par des spectateurs sortant du cinéma et commentant l'aspect bressonien du film The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, j'y reviendrai. Mais il est également présent par l'affiche du film L'Argent, affiche sur laquelle je reviendrai également car elle me semble très importante. Mais justement, les regrets, les souvenirs, parlons-en. Ces souvenirs, ces regrets, ils sont présents dans le film à tous les niveaux. Et pas uniquement par cette histoire qui a un côté un petit peu nostalgique, pas uniquement. Ça a lieu, je pense, surtout dans la vision qu'a Kaurismäki de la Finlande, par son traitement de l'espace et son traitement du temps. Commençons par le temps. Le film, j'ai beaucoup lu, beaucoup entendu qu'il se déroule à notre époque. L'argument principal qui soutient cette thèse, c'est la guerre en Ukraine, qui est omniprésente, par la radio, par les commentaires qui en sont faits. Cette guerre en Ukraine, effectivement, c'est le cœur du film, et c'est d'ailleurs ce qui a motivé Kaurismäki à reprendre la caméra. Apporter une histoire d'amour simple, dans ce quotidien désespéré, dans ce quotidien hanté par cette guerre. Le quotidien qui est dépeint dans le film, c'est un quotidien hanté par cette guerre. Guerre qui est actuelle. Et pourtant, on voit dans le film deux éléments qui nous font dire que le film n'a pas lieu aujourd'hui, mais il a lieu demain. Le film a lieu en 2024. C'est un calendrier dans le restaurant, enfin dans le bar plutôt, où travaille Hansa. Un calendrier de l'année 2024. Mais c'est également une référence qui est faite à une Coupe du Monde de football qui n'a pas lieu en 2023, qui aurait lieu plus tard. Coupe du Monde dans laquelle la Finlande serait qualifiée en finale. Très surprenant, sachant que la Finlande n'est pas du tout un pays de football. La Finlande est un pays de hockey. Donc, petit indice que finalement, la Finlande qui est dépeinte n'est pas tellement la véritable Finlande, mais plus une sorte d'image future d'une Finlande. Mais non, pas future. Parce que cette Finlande qui est présentée, c'est une Finlande qui est profondément archaïque. C'est une Finlande qui a des années-lumière de ce à quoi ressemble le Helsinki d'aujourd'hui. C'est une Finlande encore très industrielle. Une Finlande où la pauvreté est au quotidien. Une Finlande qui est technologiquement en retard. Il suffit de voir les téléphones que possèdent les personnages, qui sont très loin des smartphones actuels. Mais ça encore, on pourrait dire que c'est lié à la pauvreté, à la précarité de ces protagonistes. Mais regardons l'hôpital. L'hôpital avec ce vieux téléphone filaire, qui n'aurait jamais sa place dans la Finlande quotidienne. La Finlande d'aujourd'hui, qui est une Finlande ultra technologique, une Finlande qui fait de la France un pays du tiers-monde, tant elle est avancée, tant elle est moderne, tant elle est propre, tant elle est lisse. Mais cette Finlande actuelle, c'est une Finlande que Kaurismäki déteste de toute son âme. C'est une Finlande qu'il trouve beaucoup trop polissée. Une Finlande qui lui fait regretter la Finlande de sa jeunesse. Une Finlande qui était encore pauvre. Une Finlande qui essayait de se développer. Il en a beaucoup parlé et il a beaucoup développé son amour pour cette Finlande d'antan, cette Finlande dans laquelle il a grandi. Kaurismäki, il a passé son adolescence dans la ville de Toijala,
Alors Toijala, c'est vraiment le fin fond de la Finlande. C'est une ville qui, même aujourd'hui, paraît complètement archaïque, complètement figée dans le temps. Alors il faut imaginer du temps de la jeunesse de Kaurismäki. Kaurismäki, il est nostalgique de cette Finlande encore en train de se développer. Cette Finlande du temps du président Urho Kekkonen, qui est représenté dans beaucoup de ses films, alors pas dans celui-ci, mais il est présent visuellement, en particulier dans La fille aux allumettes. Finlande donc, qui était en plein essor économique, mais qui était encore une Finlande qui était très rurale, une Finlande qui était très industrielle, une Finlande qui était très marquée par son lien économique avec l'URSS voisine. Et d'ailleurs, le lien entre la Russie et la Finlande, c'est un des thèmes qui sont très chers à Kaurismäki. C'est un thème que l'on retrouvera typiquement dans les Leningrad Cowboys, en particulier le second, les Leningrad Cowboys Meet Moses. Et également d'ailleurs dans l'enregistrement du concert des Leningrad Cowboys avec les Chœurs de l'Armée Rouge, qui était un événement immense d'un point de vue de la construction de l'Europe moderne, et un événement qui a été intégralement filmé par Kaurismäki, et d'ailleurs cet enregistrement est visible sur YouTube, donc je vous invite à aller le regarder. Donc voilà, Kaurismäki est amoureux de cette Finlande d'antan, et c'est cette Finlande d'antan qu'il va représenter dans le film. C'est donc une modernité qui est projetée dans le futur, mais qui est complètement teintée de passé. Pour ceux qui se demanderaient, Helsinki ne ressemble pas du tout à ce qui est montré dans le film. Ce qui est montré dans le film est une vision fantasmée. C'est la projection de ce que Kaurismäki aime, de ce qu'il aimait dans la Finlande et qu'il a du mal à retrouver. Mais ensuite, je ne vais pas vous mentir, ce sont des lieux que l'on retrouve à Helsinki. Ces bars, ces karaokés, ils existent. Et ils ont ce petit charme un petit peu désuet, ce petit charme un petit peu passé. Et les personnes que l'on voit dans ces bars, ce sont des personnes réelles. C'est le Finlandais moyen que l'on peut voir dans ces bars, qui traîne, qui passe ses soirées à siroter sa lapinkulta en silence, face à un barman taiseux qui se contente de regarder dans le vague, pendant que quelques Finlandais, beaucoup trop enthousiastes, vont chanter des chansons d'antan au karaoké. C'est une Finlande qui existe encore. Et c'est une Finlande qui est en plein ancrage avec le passé. Et d'ailleurs, la scène du karaoké, qui est la scène probablement la plus belle du film à tous les niveaux, c'est une scène qui m'a marqué tant elle est naturaliste, je dirais, dans sa représentation de la Finlande. Donc voilà, c'est une perte dans le temps, une perte absolue dans le temps, mais une perte qui s'accompagne aussi d'une perte dans l'espace. La ville d'Helsinki qui est représentée, c'est une ville fragmentée. Elle est très loin de l'image de carte postale que pourrait en donner Kaurismäki. L'image de carte postale, ce serait de montrer les grands lieux d'Helsinki, ce serait de montrer la cathédrale, par exemple, qui est un peu l'image d'Épinal d'Helsinki. Mais là, Kaurismäki, il va montrer autre chose. Il va montrer des rues sales, des rues pluvieuses, des rues tristes. Et il va montrer le quartier qu'il aime, à savoir le quartier de Kallio. Si vous regardez un film de Kaurismäki qui se déroule à Helsinki, vous pouvez être absolument certain qu'il se passe dans ce quartier de Kallio. Quartier qui était le fief de Kaurismäki quand il était encore en Finlande. Quartier dans lequel Kaurismäki a passé sa jeunesse à arpenter les bars. Et dans ce quartier, il est omniprésent dans sa filmographie et il est donc présent ici, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Et Kaurismäki va montrer un certain nombre de quartiers en plein essor, en particulier les caravanes, enfin les containers, je ne sais plus exactement, dans lesquels vivent le personnage de Rolappa. Ce quartier-là, c'est le quartier de Pasila, qui est un quartier qui est intéressant en ce qu'il est à la fois tourné vers le futur et encore assez archaïque.
archaïque dans le sens où c'est le quartier qui est traversé par 10 voies ferrées. Toutes ces voies en parallèle qui lui donnent un aspect de vieille ville, vraiment un aspect vraiment très industriel, profondément tourné vers le passé. Il y a encore des vieilles bâtisses industrielles là-bas. Et en même temps, c'est là qu'a été construit le dernier grand centre commercial extrêmement moderne que l'on voit avec ses fenêtres qui forment comme un damier, qui est architecturalement absolument épouvantable. C'est une vision de cauchemar qui domine l'image dans le film comme une espèce de menace du futur. C'est donc une ville qui est explosée et dans les paroles des personnages, dans la façon dont les personnages se meuvent dans la ville, ça n'a aucun sens. Quand un personnage dit qu'il habite proche, non, ce n'est pas vrai, il n'habite pas proche de l'endroit où il est. Vraiment, tout est explosé. Alors, naturellement, on me dira que c'est normal dans un film. C'est tout à fait normal que les lieux qui sont présentés ne sont pas faits pour être réalistes. C'est toujours une vision qui est un peu déformée de la ville. C'est toujours une vision qui va être explosée au montage. Mais là, ça me semble être particulièrement marquant dans le sens où Kaurismäki va vraiment insister sur les lieux qu'il montre. Et un exemple entre mille pour ça, un exemple qui échappe au spectateur qui ne connaît pas Helsinki, c'est le chantier sur lequel travaille Holappa. Dans une première vision, donc quand il est au niveau du sol, Holappa travaille dans un chantier qui est à Hakaniemi, et c'est, pour ne pas le nommer, le chantier des halles qui ont été en construction pendant les dernières années et qui viennent de réouvrir. Et donc, comment est-ce que je sais que c'est ce chantier ? Non pas parce que j'ai visité tous les chantiers d'Helsinki, mais parce que Kaurismäki prend bien soin de montrer un bâtiment caractéristique du quartier. D'ailleurs, il montre deux bâtiments. Il montre le bâtiment du Oxygénol, donc un vieux bâtiment en briques de forme circulaire, qui est immanquable, qui est reconnaissable entre mille. Mais il montre également un bâtiment qui est le siège du Parti socialiste finlandais. Un bâtiment donc qui est très significatif dans ce qu'il dit sur la Finlande, dans ce qu'il dit sur la situation sociale du film, et donc sur le message social qu'essaye de faire passer Kaurismäki, mais aussi un bâtiment qui est emblématique et que tout Finlandais reconnaîtra au premier coup d'œil. On situe instantanément cette scène dans un quartier qui est particulièrement plat. C'est un quartier avec des bâtiments plats d'un étage. Et effectivement, les halles qui sont en cours de rénovation, que montrent à moitié emballés dans du plastique, ces bâtiments-là, c'est un bâtiment d'un étage. Et pourtant, la scène suivante, Holappa, il est en haut de la ville. Il surplombe la ville. Il n'est clairement pas au premier étage, ni même au deuxième. Il est au 10e étage. Et je pense même avoir reconnu le chantier, mais sans aucune certitude. C'est un chantier qui est à l'opposé complet de la ville. Bref, il est très clair, sans même reconnaître ce deuxième chantier, il est très clair pour le spectateur finlandais que ce sont deux chantiers différents. Donc Kaurismäki, ici, il est à la limite du jump cut. Il est à la limite du fort accord pour un Finlandais. En vrai, c'est comme si on voyait un personnage en bas de la tour Eiffel, au pied de la tour Eiffel, qui la scène suivante était en haut de la tour Montparnasse. Ça se verrait, ce serait choquant. Ici, c'est la même chose. Donc c'est ça qui me fait dire que Kaurismäki, il a explosé l'espace de la ville. Et il a explosé l'espace de la ville parce que ce qu'il représente, ce n'est pas tant Helsinki qu'un fantasme d'Helsinki. Un fantasme d'Helsinki tourné vers le passé, en même temps un fantasme d'Helsinki qui a envie de se développer vers le futur. Et d'ailleurs, c'est pas une grande surprise que ce chantier sur lequel travaille Holappa soit si haut, soit une sorte de gratte-ciel, un symbole d'un futur en train de se construire. Et pourtant,
Kaurismäki, comme je l'ai dit, il est tourné vers le passé. Mais il n'est pas tant tourné vers le passé de la Finlande qu'il est tourné vers son propre passé. Parce que Les Feuilles mortes, c'est un film particulièrement nostalgique. Alors, les plus observateurs d'entre vous et les plus connaisseurs du cinéma de Kaurismäki auront reconnu un certain nombre d'acteurs issus des précédents films du réalisateur. Alors, en particulier, on voit des acteurs venus de l'autre côté de l'espoir. Ce jeune homme que l'on voit très brièvement, qui est un camarade de Rolappa et qui était, simplement le protagoniste. Mais l'autre protagoniste est également présent. Le protagoniste. Alors, deux grands absents. Kati Outinen, dont on comprend bien que Ansa aurait dû être l'incarnation, mais Kati Outinen est désormais trop âgée pour ce rôle, et elle n'apparaît pas dans le film. L'autre grand manquant, c'est naturellement Matti Pellonpää, donc qui est l'acteur phare du cinéma de Kaurismäki, qui est le grand acteur finlandais. Je ne saurais pas à qui le comparer dans le cinéma français, peut-être dans un sens à Jean-Paul Belmondo, dans, je dirais, son aura et dans la diversité des films qu'il a interprétés, allant de la petite comédie un peu nanardesque au grand film d'auteur. Donc, Pellonpää est absent, et pour cause, Pellonpää est décédé depuis bien longtemps. Mais pourtant, Pellonpää est présent d'une certaine manière. Il est présent car les deux femmes, Ansa et sa collègue, vont dans un bar. Ce bar, c'est le Buenos Aires. Comment est-ce que je l'ai reconnu? Parce que le bar est montré, le nom du bar est montré en gros plan, comme si Kaurismäki voulait que l'on sache pertinemment que l'on était dans ce bar. Et ce bar, c'est le bar de la cinéphilie. C'est le bar où traînait Kaurismäki, mais tous les grands du cinéma finlandais. C'est le bar où s'est forgé vraiment l'identité du cinéma, s'est forgé la cinéphilie à la finlandaise. Et pourquoi donc? Parce que ce bar fait face à l'ancienne cinémathèque finlandaise, qui est le cinéma Orion. Et donc, dans ce bar du Buenos Aires, trône en énorme le portrait de Matti Pellonpää. Ce portrait n'est pas montré dans le film, mais quiconque a mis les pieds dans le Buenos Aires connaît ce portrait, sait que Kaurismäki voulait inclure son ami et son acteur fétiche, Matti Pellonpää. Le Buenos Aires, donc, bar dans lequel Kaurismäki a passé des heures. Et d'ailleurs, c'est le bar dans lequel Kaurismäki a donné sa première interview par rapport aux Feuilles mortes. Donc je disais que le bar fait face au Orion. Et d'ailleurs, c'est dans ce cinéma-là que les deux personnages regardent le film de Jarmusch. Jarmusch, grand ami de Kaurismäki. Jarmusch, qui a déjà été présent dans l'un des films de Kaurismäki, à savoir Leningrad Cowboys Go America. This here? I don't think you want this Japanese junk here. You want an American car. Take a look at this here. It's a checker. Needs a little body work, it ain't a beauty, but take a look at that engine there. That is solid. That's an American engine. That's a V8. Oh, sorry. It's all right. It's a V8 engine. That baby will run. Drive her away right now. Jarmusch, donc grand ami du réalisateur, auquel ici Kaurismäki rend un hommage. Alors, naturellement, il a beaucoup été débattu de ce que le choix de Dead Don't Die veut dire dans le film Les Feuilles mortes. Bien sûr que c'est une sorte de message sur la Finlande comme un pays de morts-vivants. La Finlande par rapport au fait que le passé ne va pas mourir, le passé ne peut pas mourir. C'est un film bizarre, mais c'est aussi un film qui n'est pas un film actuel. Maintenant, c'est un film qui doit avoir facilement 5 ans, je dirais, 5 ou 6 ans. Donc, ce n'est pas du tout un film qui est ancré dans le présent, mais c'est déjà un film qui est ancré dans un passé récent. Donc là aussi, troubler la temporalité. Mais bref, je reviens au cinéma, le Orion. Cinéma dans lequel, je crois, est filmée la scène d'intérieur du film. Mais cinéma dans lequel
ne peut pas être filmer l'extérieur. Enfin si, ça pourrait être, mais Kaurismäki décide de filmer l'extérieur dans un autre cinéma. Et là encore, on trouble la vision du spectateur. Ce cinéma, c'est le Ritz. Et pourquoi je dis qu'on trouble la vision du spectateur ? Non pas parce qu'il a choisi 2 salles, bon, après tout, on s'en fiche que ce soit une salle à l'extérieur, une salle à l'intérieur. Mais en vérité, il la trouble parce que le Ritz est un cinéma qui a fermé ses portes en 1983. C'est un cinéma qui n'existe plus. Et donc, c'est un cinéma que Kaurismäki a décidé de faire renaître, juste pour son film. Et là, je me permets de faire une micro-pause, juste pour dire, d'un point de vue production, ce que cela signifie. Parce qu'on pourrait dire que c'est un choix un peu lié au hasard. En termes de production, cela signifie de réserver 2 lieux différents. D'ailleurs, que ce soit pour le chantier ou pour le cinéma. 2 lieux différents. 2 salles différentes. Kaurismäki aurait très bien pu filmer le Orion. Ça aurait très bien marché. L'extérieur du Orion est magnifique également. Ça aurait fait un très beau plan. Il y a également le tableau avec les affiches de films. Donc ce n'est pas du tout, de la logistique qui a dicté ce choix. Et pourtant, Kaurismäki a décidé de filmer 2 cinémas, ce qui nécessite de bloquer ces deux lieux, de les bloquer à 2 moments différents, de déplacer toute la production de l'un vers l'autre. Alors, je ne dis pas que c'est le même jour, naturellement, ça n'a pas été le même jour. Mais donc, il y a eu vraiment un travail conscient. Pire encore, aujourd'hui, le Ritz est devenu une salle de billard. Seuls les néons avec marqué Ritz subsistent. Le kino n'existe plus. Ces panneaux rouges n'existent plus. Kaurismäki a donc fait installer des décors exprès. Là où pour le Orion, il aurait eu tout déjà prêt. Ça signifie que d'un point de vue production, Kaurismäki a sciemment, délibérément choisi l'option la plus compliquée, la plus coûteuse. C'est un cauchemar de production ce qu'il a fait. Je disais donc l'intérieur du cinéma serait le Orion. J'en suis pas sûr, mais il me semble l'avoir reconnu. L'intérieur du cinéma serait le Orion, l'extérieur serait le Ritz. Mais c'est le Ritz avec quand même l'affiche de l'argent de Robert Bresson. Pourquoi j'insiste autant sur cette affiche ? Pourquoi j'insiste autant sur ce film, outre bien sûr l'héritage bressonien, qui est un héritage clair dans le film. Cette affiche est une affiche qui est liée au Orion, parce que c'est une affiche qui trône, là encore, dans le Buenos Aires. C'est une affiche qui est présente derrière la vitrine du Buenos Aires, que tout client du Buenos Aires connaît et a déjà vu. Et d'ailleurs, petite parenthèse promotionnelle, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai photographié cette vitrine du Buenos Aires. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez voir l'affiche en fond. Voilà, c'était la petite parenthèse promotionnelle. Mais quoi qu'il en soit, l'affiche de l'argent de Bresson, je mettrai ma main au feu qu'elle a été déplacée ici du Buenos Aires jusque dans le Ritz. Et c'est incroyable. Et si elle n'a pas été déplacée, c'était une autre affiche. Eh bien, en tout cas, ça fait écho quand même. Quand on connaît ces lieux de l'histoire kaurismäkienne, ça se tient. Quoi d'autre donc dans la cinéphilie de Kaurismäki ? Les acteurs, les lieux, ces cinémas, la musique, naturellement. Alors là, la chanson principale, enfin, pas la chanson principale, mais la chanson live est interprétée par un groupe qui s'appelle les Maustetytöt, qui elles aussi sont un peu entre le passé de la Finlande, une Finlande
rural, industriel, et la modernité de la Finlande avec une musique assez pop, assez entraînante, mais des paroles particulièrement désespérées et qui parlent beaucoup de cette ancienne Finlande, je dirais. Donc il y a ce lien avec la musique qui est un lien très fort chez Kaurismäki. Il y a Jim Jarmusch, j'en ai parlé. Bref, avec ce film, j'ai un peu l'impression que Kaurismäki fait un grand voyage nostalgique. Et ça ne me semble pas anecdotique dans le sens où Kaurismäki s'est plus ou moins éloigné du cinéma. Son précédent film a été tourné il y a peut-être 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Le film d'avant, c'était encore 5 ou 6 ans auparavant. Kaurismäki, c'est un cinéaste qui se fait de plus en plus rare. Et un cinéma qui semble avoir un peu tourné le dos aux caméras. Alors, je ne crois pas qu'il l'ait fait officiellement. Je n'en suis pas sûr, c'est à vérifier. Mais en tout cas, dans les faits, ça semble quand même assez clair que Kaurismäki ne désire plus tourner que de façon occasionnelle. Et donc, avec tout ça, avec cette espèce de retour dans le passé, avec cette espèce d'introspection, de vision, de pèlerinage sur les lieux qui ont construit la cinéphilie, qui ont construit le cinéma de Kaurismäki et par là même le cinéma finlandais, parce que Kaurismäki a été un agent actif dans la construction du cinéma finlandais avec son grand ami Peter von Bagh, dont j'ai déjà parlé et au sujet duquel je vous invite fortement à vous renseigner. Et donc par ce pèlerinage dans tous ces lieux, j'ai l'impression que c'est comme si Kaurismäki disait au revoir finalement. Et Les Feuilles Mortes, c'est une chanson de l'au revoir. D'ailleurs oui, petite parenthèse, Les Feuilles Mortes sont interprétées ici par Olavi Virta, qui est également un des grands chanteurs de l'ancien temps finlandais. Olavi Virta, que si vous vouliez une comparaison en France, ce serait peut-être Brassens. Bon, pas tout à fait, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Georges Brassens. Donc voilà, Les Feuilles Mortes, interprétées par Olavi Virta, c'est quand même un sommet, un sommet de nostalgie. Et c'est une chanson sur les au revoir au passé. Donc, que veut nous dire Kaurismäki avec tout ça? Est-ce que l'arbre qui cache la forêt décide de se retirer en laissant derrière lui une dernière feuille morte? Est-ce que Kaurismäki laisse la place à une nouvelle génération de cinéastes, à un nouveau cinéma finlandais qui est effectivement en plein essor? Et je serais très surpris si Kaurismäki n'en était pas conscient. Est-ce que Kaurismäki dit au revoir à sa carrière? Je ne le sais pas, je ne l'espère pas. En tant qu'amoureux de son cinéma, ça me peinerait beaucoup. J'espère vraiment voir un nouveau film de lui. Et en même temps, quelle belle lettre d'au revoir que Les Feuilles Mortes. Alors voilà, je conclurai cette vidéo sur ces mots. L'arbre qui cachait la forêt. Jamais, bon si, je mens en disant jamais, c'est un effet de style, mais jamais autant Kaurismäki nous aura montré que son cinéma est immense. Et il est immense dans son minimalisme, il est immense dans sa façon de raconter des histoires simples mais fortes, simples mais touchantes, à travers une mise en scène qui est particulièrement maîtrisée, qui n'est absolument pas due au hasard. Une mise en scène qui est à la fois imbibée de références, qui est empreinte de nostalgie vis-à-vis du cinéma français que Kaurismäki aime tant, mais également du cinéma finlandais. Oui, Kaurismäki est immense. C'est un arbre qui cache tout. Et en même temps, la forêt est là. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire avec mes vidéos. J'essaye de vous parler de cinéma finlandais pour vous montrer que c'est un cinéma qui est peu connu en France
Et pour cause, c'est un cinéma qui est mal distribué. C'est un cinéma qui parfois n'est même pas traduit, n'est même pas sous-titré. Il y a des films qu'il est difficile de trouver en sous-titres, même anglais. Je ne parle même pas de sous-titres français. Même anglais, c'est difficile à trouver. Légalement, c'est difficile. Illégalement, certains films sont introuvables légalement. Donc bref, le cinéma finlandais, c'est une forêt à laquelle j'essaye de vous introduire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris un petit peu plus sur le contexte, sur le Helsinki que filme Kaurismäki. J'espère aussi que je vous aurai fait comprendre que vous pouvez aller en vacances à Helsinki sans avoir l'impression d'aller dans une ville complètement ravagée par la pauvreté et une ville qui est particulièrement vieille. J'espère que vous aurez envie, suite à ce film et suite à ce que j'en dis, d'aller approfondir la filmographie de Kaurismäki. Je vous souhaite une très belle journée, riche en découvertes cinématographiques, de préférence finlandaise, mais pas que. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Moikka.